Les conversations Dialna. 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 Bonjour et bienvenue dans ce podcast de conversation. Et toujours pas n'importe lesquelles, c'est toujours comme ça. Il s'agit des conversations Dialna, donc les nôtres. Je suis Nadia Boucheni, journaliste et cofondatrice de Dialna.fr. Bonjour, je suis Nora, photographe, portraitiste et l'autre cofondatrice du magazine Dialna. Ravie d'ouvrir cette conversation numéro 4. 4, 5, on ne sait plus. 4, 4, oui. plus. 4. On va rappeler quand même, comme à chaque fois, Dialna, pardon. Voilà, ça commence. Dialna veut dire donc en darija marocain « à nous ». Et c'est ce qu'on a voulu faire avec ce magazine en ligne et ces conversations. L'idée de créer un espace qui nous appartient pour aborder des sujets qui nous concernent et mettre en avant des parcours qu'on ne voit pas ailleurs. Donc le magazine en ligne donne la parole aux personnes issues des minorités, de l'immigration postcoloniale de manière très large. Et pour ces conversations, pour ce podcast, on avait envie de rester un petit peu entre nous, entre femmes d'origine nord-africaine. Et pour rendre ces conversations encore plus fabuleuses, on partage à chaque fois notre table avec une ou deux femmes extraordinaires. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous en avons une. Ah oui, aujourd'hui on en a une et pas n'importe laquelle parce que je suis vraiment ravie de la voir devant moi. Aujourd'hui c'est Noël. Donc aujourd'hui nous allons parler de production photographique faite par des femmes d'origine nord-africaine, d'Algérie plus précisément. Nous allons parler de la représentation des femmes nord-africaines faites par des hommes blancs à l'époque de l'ère coloniale à aujourd'hui. En effet, ce temps où le patriarcat parlait pour nous et l'Europe parlait de nous sera bientôt derrière nous, enfin j'espère, car aujourd'hui on prend nos boîtiers et on impose notre vision, on raconte notre quotidien, on exprime notre colère par l'image. La manière dont la France a considéré et photographié ces femmes pendant et après la colonisation est devenue un cliché que l'on va analyser et déconstruire. Donc aujourd'hui, nous, filles d'immigrés, avec Nadia et Maya Inès Touam, vous avez vu comment j'ai dit ça nous allons parler de photographie et nous allons vous la présenter tout de suite. Donc bonjour Maya. Bonjour les filles. Bonjour, merci d'être venue à notre conversation. Donc on va rappeler brièvement aux auditeurs qui tu es. On vous renverra aussi vers le portrait que Nora avait fait sur Dialna de Maya et de son travail. Donc tu es artiste photographe née en France de deux parents algériens. C'est important aussi pour parler de ton travail, je pense. Et ton travail, si je ne me trompe pas, puisque moi je suis novice dans cette conversation, je vais poser les questions des gens qui n'y connaissent rien. Et j'ai deux expertes à côté de moi qui vont amener leur expertise, justement. Donc ton travail porte un peu tu portes ton regard sur les deux côtés de la Méditerranée. Tu as été diplômée des Beaux-Arts, et ça, ce n'est pas rien, il faut le rappeler. Et tu questionnes notamment les représentations des femmes dans ces sociétés dites arabo-musulmanes. On va simplifier pour que ce soit plus facile à comprendre. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou pas ? Non. Ce que je pourrais juste rajouter, c'est que je travaille donc, moi je dis plus globalement sur les féminités et S, parce que ça englobe plein de choses. Ça peut être un portrait, mais ça peut être aussi un travail sur des objets féminins. Et parfois, mon travail est objectif, donc comme la série Révéler l'étoffe dont on va parler plus tard. Et parfois, il peut être plus mystifié ou plus onirique. Et là, je me détache de tout code de représentation standard. Donc voilà, ça c'est pour mon boulot global. Et sinon, depuis quelque temps, je rajouterais que j'ai quand même une pratique multidisciplinaire parce que je ne me cantonne pas uniquement au médium photographique. Je peux aussi faire de la sculpture, du dessin, enfin des installations, tout ce qui me passe par la tête, qui touche, ou en tout cas qui aborde ces thématiques de féminité. Je vais le géolocaliser plutôt maintenant en Afrique, sur tout le continent ou au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Voilà, c'est pas forcément que spécifique à une région, à un pays. Je me laisse le champ des possibles.
Tu as tout à fait raison. Alors, on va commencer tout de suite. La première question qu'on s'est posée déjà, nous, en préparant l'émission, c'est de se demander, en fait, quelles sont les premières photos que tu as en tête représentant des femmes nord-africaines. Est-ce que, quand tu étais enfant, alors ça peut être aussi des photos de famille, finalement, mais quelle est comme ça la première image ou les premières images qui te viennent en mémoire ? Je dirais que, en fait, moi, les premières photos que j'ai en mémoire ou qui sont celles qui me touchent, c'est évidemment des portraits de famille. C'est des portraits quand j'étais en Algérie petite avec des photographies en noir et blanc ou en sépia, portraits d'illustres personnes ou ancêtres, etc. Mais les premières photos que moi j'ai faites, c'est des photos de mes grands-mères et de mon affiliation féminine, puisque c'était la chose la plus évidente à faire pour moi quand j'étais en prépa, donc avant les Beaux-Arts. C'était la manière la plus simple de parler de moi sans me mettre en avant. D'accord. Il y a toujours eu cette volonté, du coup, d'aller vers, comme tu disais, la représentation des féminités. C'était naturel, tu t'es pas posé la question, est-ce que j'allais prendre en photo d'autres personnes ? Non, en fait, ça s'est fait très, très instinctivement. Et au début, donc, c'était vraiment cette affiliation ou cette sororité qui pouvait exister entre cet univers matriarcal que j'avais chez moi, ou en tout cas que je ressentais. Et après avoir eu un peu plus de maturité dans ma pratique, j'ai compris que c'était cathartique d'abord, et après j'ai pris le temps et j'ai commencé à photographier d'autres femmes qui n'étaient plus de ma famille. C'était un pas vers l'inconnu qui était assez important à faire pour moi. Ok. Oui, en effet, on sent le féminin très présent dans ton travail. Enfin, les personnes qui travaillent le genre vont dire oui, mais le féminin, le masculin, ça n'existe pas. Donc là, on remet juste. Il y a un truc presque de gynécée, entre femmes, qu'on connaît quand on va dans le nord de l'Afrique, on retrouve ces ambiances. Et moi, je trouve que ton travail ressemble énormément à une pas une contre-réponse, comment on pourrait dire ça, une réponse à toutes ces photos parce que les femmes nord-africaines ont d'abord été photographiées par des hommes blancs. Et on a été, qu'on le veuille ou non, impacté par ces images. Est-ce que ce travail que tu as fait, c'est pas aussi une réponse à ces clichés, notamment les clichés de Marc Garanger ? Et alors, en fait, tu as tout à fait raison d'aborder cette question. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, ayant commencé à travailler sur mon affiliation féminine, j'ai évidemment eu besoin de trouver des recherches iconos sur les femmes de ces régions-là, donc essentiellement en Afrique du Nord ou au Maghreb. Et j'ai été stupéfaite, voire scandalisée, au moment où j'ai vu que seul faisait foi ces photos de ces dits orientalistes mâles qui n'avaient que pour ambition de fantasmer cet Orient ou de faire des études ethno. Et en effet, c'est pour ça, c'est en réponse à ça que j'ai fait Révéler l'étoffe, qui est la série dont on va parler après. Mais je connaissais pas avant les Beaux-Arts, avant mes études, d'images. Je pense même pas forcément à Marc Garanger. En fait, j'avais surtout envie de regarder au XXe siècle quelles images de la femme marocaine, algérienne, africaine il pouvait exister. Et ce sur quoi je suis tombée m'a littéralement choquée. C'était beaucoup... En tout cas, ces photos étaient vendues sous forme de cartes postales, parce que j'en ai fait un mémoire après, donc j'ai vraiment approfondi le sujet. Sous forme de cartes postales, avec des titres clivants, la femme indigène, la marocaine, et des images fantasmées de l'ordre de la femme dénudée, la femme dans le harem, la femme fumant la cigarette, comme les Ouled Nails qui prenaient en photo parce que c'était les seules femmes
qui voulaient bien se laisser prendre en photo. Et parfois, ils prenaient en photo des juives à qui ils mettaient des vêtements dits bourgeois algérois, et puis ça faisait l'affaire. J'ai trouvé qu'on avait biaisé la réalité, puisque je ne voyais pas ni mes grands-parents, ni les parents de mes grands-parents de la sorte. Et donc, c'était pour moi essentiel de recontextualiser le fait que ces femmes, elles n'étaient pas du tout ce qu'on nous en a Ce qu'on a montré. dit, quoi, ce qu'on nous a fait voir, et surtout en Occident, parce que je me rendais compte que mes profs aux Beaux-Arts, qui étaient de type extra, avaient une vision totalement biaisée de... C'était la seule, du coup, la seule représentation qui existait. Et voilà, exactement. Et dans leur esprit, il n'y avait même pas possibilité d'autre chose, c'est ça ? Non, voilà, c'était logique pour eux, et moi, j'entendais pas ce qu'ils me disaient, et ça les faisait chier de voir mon travail qu'avec des femmes voilées, des objets coercitifs qui étaient mis sur elles, mais non, montre-nous leur visage, on veut voir qui elles sont. Et je leur disais, mais je vais pas dénuder des personnes pour vous faire plaisir, vous vous rendez pas compte. Et donc c'est là que Marc Garanger est arrivé, puisque du coup c'était plus récent. Et quand j'ai eu ces photos, j'ai été frappée par la beauté, mais aussi le fond qui était bien plus sombre et bien plus compliqué. On rappelle juste peut-être brièvement, si les personnes ne savent pas, mais je pense que même si le nom vous dit rien, les photos, forcément, vous les avez vues passer, des photos de femmes algériennes, Amazigh, avec une vraie force en même temps dans leur regard, et pour cause, puisqu'il était photographe pour l'armée française, et il était chargé de faire des photos d'identité. Donc dans des villages où effectivement il y avait quasiment plus d'hommes. Il a fait quelques photos d'hommes, je crois, mais très peu, puisque les hommes avaient pris le maquis, se battaient ou étaient arrêtés. Et donc on a forcé ces femmes à ou se dévoiler ou être prises en photo alors qu'elles ne voulaient pas par le colon. Donc la violence, elle est quand même très présente, et on la ressent même quand on ne connaît rien à la photo. Je pense qu'on se prend ça tout de suite. Et en même temps, ce sont les seuls clichés qui existent de cette époque-là. Donc c'est toujours un peu compliqué on ressent la violence, et en même temps on se dit que est-ce qu'on aurait vu ces femmes ? On les aurait peut-être vues, mais pas de cette manière-là. C'est un peu... Et il faut savoir aussi qu'il a profité d'une permission pour ensuite faire publier ses photos, et dans son narratif, on va dire, c'était pour montrer la violence de l'armée coloniale. Bon, après, alors disons que moi je suis un peu partagée ça a l'air plus complexe que ça, puisque disons qu'il a vendu ses photos, il s'est galvanisé de ce qu'il a fait, parce que ses portraits sont quand même extrêmement beaux, sont faits au moyen format, si je ne dis pas de bêtises, sont bien développés, sont bien tirés, enfin, ils sont sublimes. Mais il ne s'est jamais excusé d'avoir fait ces photos. Et puis après, 20 ans plus tard, je crois, il a essayé de faire des sortes d'excuses, mais bon, je crois que le mal était fait, et c'est ça le problème. Et c'est pas tant qu'il les ait montrées, ces photos, c'est que dès le début, il n'avait pas de propos sur ces photos, et puis il les a vendues, donc il y avait un truc pécunier derrière. C'est après coup qu'il a, j'ai l'impression qu'il c'est quelques années après. Bon, après, moi, je critique pas l'homme. Il faut aussi le temps, peut-être, qu'il comprenne ce dans quoi il était, puisque quand on est en France, ou quand on étudie en France comme moi aux Beaux-Arts, moi j'ai dû après déconstruire toutes mes connaissances, puisque je me rendais compte que j'avais des connaissances européano-centrées, et qu'elles ne sont pas partout pareilles, et que voilà, il faut prendre aussi ça en considération. Mais je crois, si je dis pas de bêtises, j'ai pas relu mon mémoire, mais Bourdieu avait fait des photos, qui étaient philosophe et un sociologue. Il avait fait des photos en Algérie, et ces photos sont sublimes parce qu'elles sont totalement naturelles. C'est des photos qui pourraient même être des photos de vacances, de passants, de gens dans la rue, etc. Mais il y a une vérité dans ces photos.
que n'avait pas Garanger à cette époque, puisqu'il représentait l'autorité, il représentait la France, et donc que ces femmes n'avaient pas le choix. Je pense certaines auraient posé pour lui sans problème, mais pas toutes. Oui. Donc voilà, déjà le souci avec Garanger, c'est pas la même. Ouais. Est-ce que du coup ça t'a poussé à... tu dis que tu as découvert ces photos-là une fois que tu faisais tes études. Est-ce que ça a peut-être confirmé du coup ta volonté de... en tant que femme avec ces origines-là, de ne pas être que l'objet de ces photographes, mais de toi-même prendre le devant et de devenir actrice de ces représentations-là? Ce qui a été surtout important pour moi, c'est que, ayant pris conscience, partant de ce postulat, on va dire, j'avais envie de montrer autre chose, à savoir... que des femmes parlent à des femmes, déjà. Donc, on était une équipe de femmes. Mon assistante algérienne, Faïfaï, qui parlait arabe, parce que je ne parle pas arabe. Enfin, on était vraiment juste entre filles. Thomas, qui est mon technicien, qui travaille avec moi depuis maintenant 7 ans, voilà, était là, mais était dans une autre pièce. Il sortait jamais quand on était en rendez-vous. Donc j'avais envie aussi d'instaurer un rapport plus intime, puisque on était entre nous. Si les femmes avaient envie de se dévêtir, elles pouvaient. Si elles n'avaient pas envie, elles ne le faisaient pas, etc. Et j'avais aussi envie de ne pas intervenir, ou qu'on voit le moins possible mon intervention photographique, dans le sens où même si ça allait être des mises en scène, ce qu'on sait de ces photos, c'est le nom de cette personne, et il y a le texte à côté qui est leur interview. Et moi, j'interviens au final que plastiquement, puisque je vais donner certaines teintes dans certaines villes, etc. Donc on va voir quand même il y a un peu de moi, mais il y a beaucoup d'elle. Et c'est surtout ça que j'avais envie de donner. C'était à nouveau la parole aux femmes qui sont prises en photo, en fait, parce que Garanger et les autres plus anciens... je pense qu'ils étaient surtout friands de revenir avec des images exotiques, comme ils disent, de ce concept d'exotisme. Donc plus on allait loin dans l'exotisme, et mieux c'était, ce que j'avais pas du tout envie de montrer. Du coup, c'était ces femmes-là qui étaient elles-mêmes actrices, en fait, totalement. Du projet. Ça se ressent. Ouais, totalement. Ça se ressent complètement. Et on pourrait même faire le parallèle entre les femmes nord-africaines et les femmes tahitiennes. C'est-à-dire le concept de la vaïnée. Dernièrement, il y a des femmes tahitiennes qui disent « Mais ces images-là, c'est pas nous. » Les hommes blancs ont pris ces photos, ils nous ont demandé de nous dévêtir par moments, par force. Et puis ensuite, ces images ont été diffusées, mais on ne les a pas contrôlées, et ça n'a rien à voir avec notre identité. On peut faire exactement le même parallèle. Ça devient leur identité malgré elles. Et c'est ça le problème. C'est que ça devient une identité malgré toi. Et il y a le côté aussi trophée, c'est-à-dire, regarde par quoi on est passé, on a eu toutes ces femmes, et en plus, on est complètement objectifié. C'est de la domination totale. C'est ça. Je te disais ça l'autre fois, ça me rappelle aussi cette image qu'on a de la danseuse du ventre, avec de gros guillemets, donc notamment au Maghreb, et au Moyen-Orient aussi. En Égypte. Qui finalement, moi quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas en fait pourquoi dans les restaurants dits orientaux, avec encore une fois de gros guillemets, parce que ça regroupe un peu une région qui n'a... il n'y a pas tellement de rapport. Et on nous vendait cette image-là, comme étant le summum de la sensualité maghrébine, orientale. Et or, je ne voyais pas ça en allant en vacances au Maroc chaque été. Alors certes, c'était que des vacances et je n'y vivais pas, mais je voyais bien que c'était absolument pas... je voyais pas ça, même dans les restaurants, dans les fêtes régionales, etc. Et pourtant, c'était vendu comme un truc spécifique au Maghreb, aux femmes maghrébines. C'est un folklore qu'on nous a collé comme à la peau, comme étiquette. Ça en fait partie. Et après, on a envie ou pas de l'intégrer. Comme dans tout folklore, il y a des choses bonnes à prendre et d'autres qui rendent encore plus cliché l'idée qu'on peut avoir d'un pays ou d'une région, quoi. Ouais, exactement. Vas-y. Vas-y. Non, justement, par rapport à ça, donc, tu as souligné une chose super intéressante. Tu as dit que tu as fait les Beaux-Arts
et que tu as eu donc un regard eurocentré sur l'art, l'histoire de l'art. Tu as été à l'école en France, donc tu as eu une histoire de la République, de l'école de la République française, donc là aussi en fonction de ce qu'on veut bien dire et bien montrer. Justement, est-ce que tu penses que nous, les personnes originaires du nord de l'Afrique, racisées, merci, on pourrait avoir un regard orientaliste aussi sur cette partie du monde? Alors, c'est encore une super question. T'as vu? On J'y ai été confrontée. Ouais, non, mais en effet, tu sais de quoi tu parles, donc c'est pour ça que les questions sont si bien. En fait, c'est un problème. J'ai voulu faire une thèse là-dessus, justement, parce que j'ai eu peur, après ma première série Révéler l'étoffe en Algérie, j'ai eu peur de retomber dans un orientalisme, un néo-orientalisme, parce que, évidemment, l'éducation que j'ai est ancrée en Europe et du coup sur une vision très française, etc. Et certains de mes choix, de mes goûts, peuvent avoir un lien avec cet orientalisme que je trouve par ailleurs parfois très beau, très poétique, dans la littérature, dans les peintures de Delacroix. Mais d'un autre côté, je sais que le propos ou le concept derrière a pu aussi faire beaucoup de mal. Donc, à chaque fois que j'essaie de faire des photos, j'ai l'impression de m'en défaire, mais j'ai aussi la sensation de toujours y être confrontée. C'est-à-dire qu'on me dit souvent, par exemple pour les natures mortes, la série Ready Made que j'ai faite, on m'a dit c'est un peu de l'orientalisme et je peux le comprendre. J'essaye de ne pas faire d'orientalisme, mais je peux pas dire que ça fait pas partie aussi de mes références. Voilà. D'accord. Donc je dois admettre que oui, c'est un peu orientaliste, mais que je ne veux pas. Donc on est dans un conflit interne en fait. On est dans un conflit interne et en même temps non, parce que comme Nadia l'a rappelé tout à l'heure, je travaille entre l'Orient et l'Occident dans cette passerelle que j'aime bien. J'ai le cul entre deux chaises et ça me va. Donc ça fait aussi partie de ma définition. Mais du coup, le fait que tu te questionnes justement sur cette problématique, je ne vais pas dire que ça adoucit le problème, mais il y a ce questionnement qui fait que c'est pas tout à fait... comment dire? Tu es moins dans quelque chose de comme ça qui s'impose en disant j'impose ma vision de mon point de vue et c'est mon fantasme, etc. Tu questionnes ça, donc déjà... T'es un peu dans un truc qui déconstruit malgré tout le regard qui pourrait être péjoratif, quoi. J'espère. Mais disons que, par exemple, les photographes qui m'ont beaucoup inspirée quand j'ai découvert, je ne sais plus, en 3e ou 4e année, en fait, que j'étais déjà pas toute seule à faire ça. Ce qui est génial, parce qu'on travaille énormément seul, et quand on est étudiant et quand on est artiste. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des pionnières comme Shirin Neshat, comme Majida Katari pour le Maroc. Lala Essaidi. Comme, bien sûr, Lala Essaidi, comme Razel, qui est iranienne, elle est entre photo et vidéo. Mais bon, en tout cas, ces femmes travaillaient sur leur image, sur l'image des femmes, etc. Et au début, j'étais fascinée par leur travail. Littéralement fascinée. Lala Essaidi, elle a un travail qui s'impose à nous et puis qui est d'une rigueur, d'une discipline, d'une beauté sans nom. Mais après avoir mûri au final et mûri ma réflexion, est-ce que c'est pas du néo-orientalisme? Est-ce qu'on fait pas mal à la femme encore à la montrer dans son harem et à la rendre lascive et spectatrice de leur vie? Voilà, c'est des questions que je me pose. Ça n'enlève en rien la beauté du travail, mais je ne sais pas si c'est leur rendre justice. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'en révéler l'étoffe, de faire un travail qui était peut-être moins esthétique, moins... Oui, mais parce que j'aurais pu aussi le faire. Mais j'ai pas voulu parce que
parce que le propos était plus important. Je veux dire, l'engagement, le fait d'être activiste et de montrer que ces femmes devaient reprendre, en tout cas dans la représentation qu'on a d'elles, elles devaient reprendre la parole. Et ben, je me suis efforcée de ne pas reprendre de code orientaliste. Non, pour moi, t'as pas pris de code orientaliste dans cette série-là, en tout cas, relever l'étoffe. Moi, j'ai trouvé presque ça minimaliste, en fait. Parce que, mais c'est grandiose, parce que c'est rien, et pourtant, il y a tout. Et ça, c'est pas facile à faire, hein, le less is more, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est très compliqué. Donc, pour rappeler la série Relever l'étoffe aux personnes qui ne l'ont pas encore vue, allez voir le site de Maya. Donc, c'est une série sur les femmes en Algérie. Et il y a 3 villes. Donc, il y a Alger, Oran et Tizi. Plus que 3, pardon. Et tu as fait le sud aussi, saharien, pardon. Non, moi, je suis restée sur les 3, pardon. Je te laisse dire, et puis après, Il y a plus de 3 villes. Voilà. Et le concept est très simple. Vous avez un sol, un tabouret et un fond, un mur. Et en fonction du sol, on sait dans quelle ville on est. Et là, on a des femmes qui se tiennent droites, qui sont verticales, qui sont vivantes, qui sont sujets, qui ne sont plus objets, contrairement à ce qu'on a pu voir auparavant, la manière dont on les a traités. Parce que même objets, on parlait souvent avec Nadia aussi, quand on veut montrer des femmes nord-africaines racisées, et notamment musulmanes, c'est des poupées, des têtes où on a une espèce de foulard. Et voilà, donc jusqu'où on peut aller dans l'objectif, comment on pourrait dire ça, l'objectivisation, la déshumanisation. La déshumanisation, voilà, d'une personne. Et donc, cette série-là, elle est puissante parce que si on peut montrer des images... Ouais, on va voir 2 photos et pour les personnes qui écoutent et qui ne regardent pas la vidéo, on les met en lien sur le site pour que vous les voyez. Ce que je peux vous en dire un peu, c'est que pendant près de 4 ans, j'ai sillonné l'Algérie, de la capitale au Sahara, en passant par les terres agricoles, les régions côtières, les plateaux montagnards. Et c'était une manière de traduire toutes les féminités d'un pays, parce qu'on est quand même dans le pays le plus grand d'Afrique. Et qui dit grand pays dit diversité de variations de climat, de paysages, ethniques. Donc, on en parlait tout à l'heure, il y a les Amazirs, les Arabes, les Touaregs, les Chaouis, etc. Et j'en passe. Et donc, c'est tant de nuances qui, pour moi, définissent une nation multiple. Donc, prenant ça en considération, on ne peut pas parler de la femme algérienne. Donc, il était important pour moi de montrer un large panel, une diversité la plus extrême, si j'arrivais à trouver, du paysage, en tout cas du paysage extérieur, à savoir comment on voit ces femmes à l'extérieur en Algérie, de la petite fille en jupette à la personne qui a une tenue la plus coercitive. La grand-mère avec son portable aussi. Oui, le haïk, tout, voilà. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai photographié près de 200 femmes dans 5-6 régions d'Algérie, je dirais. Enfin, c'est toujours en cours, donc ça avance, j'arrête pas cette série. C'est beau. Et en fait, je les ai photographiées, comme tu disais, à la manière des photographes objectifs allemands humanistes. C'est-à-dire que c'est une photo très spécifique, c'est une photo en frontale, flash, vide. Et pourquoi vide ? C'était important pour moi de soustraire les inégalités sociales dans le pays, parce que je voulais que l'espace vide ne puisse pas rappeler aux spectateurs où on est. Si on était dans l'intérieur d'une telle ou d'une autre, la personne regarderait évidemment des objets, ses yeux se rapprocheraient, tilterait sur plein d'autres choses. Tu ne voulais pas parasiter Exactement. Je voulais soustraire le regard du spectateur uniquement à l'idée centrale, c'est à savoir ces femmes, leur tenue. Et donc, pour faire un parallèle sur la liberté, les mœurs, qu'est-ce qui se passe en Algérie, parce qu'en fait, finalement, parler de... Le fil conducteur était leurs étoffes, et révéler les étoffes veut dire, au final, parler un peu chiffon. Et c'est génial, parce que
toute femme a une anecdote sur des vêtements, sur ce qu'elle porte au quotidien ou pas, qu'elle aime s'habiller ou pas, qu'elle aime se protéger, qu'elle soit proche de la religion ou non. Voilà, donc c'était un fil conducteur que je lançais comme ça, et puis après chacune se livrait. Et au final, je me suis rendu compte que me parler de vêtements, c'était me parler de l'Algérie, puisque j'ai compris que certaines embrassaient les influences du Moyen-Orient, donc regardaient ailleurs. Certaines revenaient sur le colonialisme, donc s'habillaient plus à l'occidental, aimaient bien ce qui se portait aux États-Unis, etc. Tout en voulant garder leur singularité, ce qui fait l'Algérie, les bijoux, les objets, les haïk, etc. Donc, quand j'ai commencé cette première série, je me suis rendu compte de la puissance de ce travail. C'était, ouais, on est sur un fond simple. Ouais, c'est simple. Mais comme tu dis, le plus simple n'est pas forcément le plus évident. Parce que il faut que ça parle aux gens, il faut que ce soit dynamique, il faut que, voilà, je leur proposais plusieurs positions, elles acceptaient ou non. Certaines ont refusé de poser. Oui, on a même des photos de tabourets des fois. Ouais, elles ont refusé. Le témoignage était un tabouret. Ouais, en opposition parce qu'elles ne supportaient pas les femmes voilées dans la rue et qu'elles en avaient marre. Et pourtant, c'était des Algériennes qui n'avaient pas quitté l'Algérie. Et donc, c'était une telle rébellion que en tout cas, cette femme m'avait dit, je ne veux pas poser. J'ai eu tout, vraiment, j'ai eu un tas de... Parce que du coup, sur 200 portraits, ces 200 portraits sélectionnés, il doit y en avoir environ 700 qui ont été faits. Et donc, j'ai dû toucher au moins 1000 personnes, puisqu'il y en a plein qui ont refusé, il y en a qui sont venus, qui ont pas participé. Voilà, c'était une expérience, en tout cas, grandiose. Et, sur combien de temps tu as... 4 ans. Ah ouais. En fait, globalement, j'ai fait une ville par an, puisque peut-être qu'on en abordera le sujet, je ne sais pas, mais... Faire de la photo veut dire trouver des moyens de subvention. Et donc, tout ça prend du temps. Donc, il fallait soit gagner des sous avant pour y aller, soit trouver de l'argent en amont. Donc, je me suis jamais... un artiste n'a pas la même temporalité que tout un chacun, on va dire. Et donc... travailler une série en un an, c'était pas grave. J'avais plein d'autres séries à côté, plein d'autres petits boulots à faire en photo. Mais ouais, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et il y a des régions encore dans lesquelles je suis pas allée et que j'espère un jour voir. Explorer. Ouais. C'est une série sans fin, en fait. Ouais, pour le moment, je m'oblige pas... Je m'oblige pas, et puis en plus je m'oblige pas dans sa forme physique, c'est-à-dire que les expos elles peuvent prendre toutes les formes, ça peut être même juste une projection, ça peut être une expo au mur de 10 photos, mais un archivage supplémentaire, je sais pas, projeté ou sur une tablette, peu importe. On a filmé, photographié et enregistré donc toutes ces femmes, donc j'ai un nombre d'heures d'écoute audio sublime qui fait qu'on peut, je peux en faire une pièce sonore. Voilà, j'ai plein de choses et pour le moment, je les laisse mûrir. Non, je trouve ça beau comme travail d'archivage en fait et Ouais. de montrer aussi, on en parlait justement juste avant le podcast, toute la beauté des régions en fait d'Afrique du Nord, parce que c'est vrai que les déchets coloniaux, on dit les Arabes et puis on met le tout dans un... Mais en fait, c'est, comme tu dis, c'est bien plus complexe que ça, tant au niveau vestimentaire que linguistique, même gastronomique. Ça n'a rien à voir d'une côte à une autre ou de l'Est à l'Ouest. Constantine ne parle pas comme Alger, Alger ne parle pas comme Tlemcen, enfin bon. Et ça, c'est valable dans toute l'Afrique. Moi, justement, je voulais revenir par rapport à l'argent. Tu disais que, pour faire de l'art, il faut de l'argent, que c'est pas cette vie de bohème qu'on essaye de nous faire vendre, parce que faire de l'art et faire quelque chose de beau demande énormément d'argent. Est-ce que l'Algérie, le pays, t'a aidé pour cette production, ou t'as plutôt trouvé l'argent ailleurs, en Europe ou en France, ou des deux côtés? Et où se trouvent maintenant où tu as archivé ces photos, en fait? Est-ce que c'est en Algérie ou en France? Alors, je suis contente de pouvoir dire, parce que c'est vraiment moi, j'ai eu des subventions et des soutiens, et des Français et des Algériens. C'est bien, c'est pas commun. C'est pas commun, non? C'est un beau grand T'as trouvé un terrain d'entente, en fait, Exactement. avec la photo. Non, en fait, j'avais monté le dossier au préalable et j'ai reçu des sous de l'Institut français d'Alger. Donc ça, c'était super. Ça a été ma première petite bourse.
J'ai été super impressionnée quand j'ai reçu ces sous. Puis quand j'ai tout dépensé très très vite, juste pour le début du travail, je me suis dit, bon, c'était pas assez. Mais au moins, ça nous a permis de comprendre comment budgétiser un projet, qu'est-ce que ça demande comme frais. Et il y a des choses qu'il ne faut pas négliger. Il y a plein de choses qu'il ne faut pas négliger. Typiquement, si on a besoin d'être plusieurs pour travailler, la photo, ça coûte cher à produire, à tirer, le développement, etc. Puisque c'est un travail, on ne l'a pas dit, mais c'est un travail et voilà, en argentique et en numérique. Il y a quelques-unes en numérique et beaucoup en argentique. Et c'était un budget colossal. Après ça, j'ai plus travaillé en argentique parce que ça demande vraiment un effort financier que les gens n'ont pas forcément. Et puis ça peut être aussi bien en numérique, donc voilà, j'ai pas fait la diva. Et ensuite, quand cette série est sortie, enfin qu'on l'a produite, puis que je suis passée à la deuxième phase, la phase de post-production. Dès qu'on l'a sortie, la Villa Abdelatif à Alger m'a proposé de l'exposer. Donc là, on a été subventionnés, je suis revenue, on a exposé. C'était sublime parce que je voulais absolument exposer ça dans les jardins, parce que c'était essentiel pour moi. Ça l'était déjà en France, mais d'autant plus en Algérie. C'était essentiel de mettre l'art dans la rue pour sensibiliser tous les yeux des passants. Bon, alors la Villa Abdelatif est un peu reculée d'Alger, mais voilà, je voulais que même les badauds qui passent puissent voir les images et que ça les touche ou que ça les touche pas, mais voilà, en tout cas, amener l'art au plus proche du public, quoi. Tu parlais du coup d'être photographe indépendante et de faire de tels projets. Il y a aussi l'aspect technique et la formation qui finalement ne sont pas donnés à tout le monde. On en parlait un petit peu avant, mais ce qui rend ce métier, on le vend parfois comme étant élitiste. Et pour cause, d'un point de vue financier, ce n'est pas donné à tout le monde. Comment toi, tu t'es senti tout au long de ton parcours, pendant tes études et même après quand tu montes des projets? Est-ce que tu as... J'imagine, malheureusement, on a dû te faire sentir que, étant femme d'origine algérienne, tu n'as peut-être pas ta place dans certains milieux. Est-ce qu'il y a des codes à apprendre sur le tas pour essayer de s'en sortir un peu mieux et plus que les autres, finalement? Ou est-ce que ça t'a pas du tout c'était pas passé par la tête, pardon? Si, bien sûr. Mais en fait, moi, ça m'a... J'ai tilté dès mes études, quand justement mes profs qui étaient super m'aidaient techniquement à apprendre, à me familiariser avec la photo, mais que la forme physique, voilà, ça leur plaisait moyen, ils y comprenaient pas grand-chose. En tout cas, j'avais l'impression qu'on parlait pas de la même chose, on parlait pas le même langage. Et... très vite, je me suis dit, je ne vais pas travailler en France, en fait. Je ne vais pas travailler en France parce qu'on va me rappeler tout le temps ce lien qu'il existe entre l'Afrique du Nord, l'Afrique tout court, le Moyen-Orient et la France. Ce qui n'est pas du tout, étant d'une troisième génération, ce n'était pas du tout important pour moi de ramener ça au colonialisme. Du coup, j'ai tout de suite décidé de partir, en fait. J'ai fait des résidences artistiques, donc on pourrait expliquer ce que c'est qu'une résidence artistique pour ceux qui ne le savent pas. Vas-y. C'est quand un artiste jeune ou moins jeune décide, la plupart du temps c'est des appels à candidature, c'est partir s'immerger dans une territorialité pour faire des photos en lien avec soit ce territoire, soit les populations qui y vivent. Et en contrepartie, on est pris en charge a priori de A à Z, a priori. En tout cas, on est nourri, on est logé, normalement est pris en charge un peu la production. Voilà, tout doit être plus ou moins défini au préalable. Mais quand c'est bien fait, c'est super parce que ça fait des moments ça fait des temps forts de production pour un artiste et c'est
et c'est assez intéressant. Et valorisant. Oui, voilà, et valorisant, etc. Et donc, moi, j'ai décidé de faire des résidences au Maghreb, de partir comme ça en Algérie, d'étendre ça à l'Afrique. Et donc, j'ai commencé, on va dire, à me faire une place dans un marché international, un marché spécialisé, puisque marché d'art contemporain africain, puisque ce marché-là englobe aussi le Maghreb et lui ouvre ses bras globalement. Il y a pas de, j'ai très peu ressenti de racisme ou en tout cas de segmentation en disant non mais tu es pas d'Afrique subsaharienne donc tu peux pas faire partie de telle ou telle expo. Je crois qu'entre personnes racisées on essaie un peu de s'en sortir et de se soutenir. Donc voilà, en tout cas j'ai très vite décidé de prendre le pli de partir et en fait je me suis juste dit que le marché de l'art en France n'était pas fait pour moi et je l'ai vu à plusieurs reprises. Je l'ai vu pour des artistes bien plus confirmés comme Kader Atia qui a 40 ans exposé en France au Macval je crois, comme Louise Bourgeois aussi qui était pourtant française et qui a exposé dans le monde entier, notamment aux États-Unis, et qui a exposé très tard en France. Voilà, il y a un circuit dans lequel j'aurais pu être quand j'étais aux Beaux-Arts, mais je pense que déjà j'essayais de comprendre ce que je voulais être moi-même intimement. Donc j'étais pas du tout dans un réseau, j'étais pas dans une compréhension de cet univers du marché de l'art, pas tant du monde de l'art parce que c'est autrement, enfin, c'est autre chose le monde de l'art. Mais voilà, comment mettre son travail sur le marché, comment réussir à le vendre, comment faire en sorte que sa cote augmente, enfin voilà, toutes ces notions que je n'avais pas. Et je me suis juste dit que le marché français n'était pas fait pour moi parce que je sais pas l'avis des collectionneurs sur mon travail. J'avais peur justement qu'on revienne à un orientalisme. Je t'achète ça parce que c'est beau, cette femme se dévoile, ou je sais pas. Ce genre de réaction m'aurait tellement fait chier que j'ai... En fait, pour te protéger, tu t'es dit, c'est une manière aussi de se libérer un peu de ce qu'on appelle le white gaze, le male gaze, le white male gaze même. Tu te libères de ça en t'expatriant finalement pour aussi te protéger. Exactement. Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que tu préférais refuser une vente qui pourrait t'aider à produire, voire même à vivre, plutôt que d'alimenter un espèce de fantasme. Parce que du coup, c'est pas cohérent dans ton travail si tu vendais. C'est ça qui est intéressant. T'as un collectionneur qui peut te blinder de thunes, qui va t'acheter ça parce que c'est un truc orientaliste, et puis là tu dis non, je veux pas te le vendre parce que t'as pas vu correctement mon travail. Bah, t'es en droit, c'est ton travail, ça reste ton bébé, c'est de la chair de ta chair, c'est ce que t'as produit, t'as mis tout, t'as mis ton énergie, t'as mis des nuits blanches, voilà, c'est sous césarienne, madame, sous césarienne ces photos. Voilà, c'est évidemment éminemment personnel. Donc si la personne qu'on a en face ne nous plaît pas, on va trouver des subterfuges pour lui dire que la photo n'est plus disponible, qu'elle n'existe plus, on m'a fait toutes sortes de propositions ahurissantes. Et on a encore, heureusement, le droit de refuser. Non, mais je trouve ça intègre, en fait. Oui, voilà. Je trouve ça super intègre. Tout le monde ne l'aurait pas fait. Spécialement fait, je sais pas. Et justement, on parlait des codes et de ce milieu qui est hyper codé. Ne serait-ce que la manière de présenter ses photos, un galeriste est codé, en fait. Tout de suite, on voit si on est pro ou pas dans la manière dont on rentre, comment on présente son travail, la boîte dans laquelle se trouvent les photos. Tout de suite, on voit si on a affaire à quelqu'un de pro ou pas. C'est ultra codé. Tu parlais justement de ce milieu. Est-ce que tu ne penses pas que le marché de l'art et le milieu de l'art en France, c'est la nouvelle aristocratie ? Ah mais non, c'est l'aristocratie depuis toujours. Vraiment. Je donne des cours de photo à des enfants et du coup, je leur explique l'histoire de la photo. Et les premiers photographes, que ce soit Nicéphore Niepce ou Daguerre, sont des bourgeois. Des gens extrêmement fortunés qui avaient ça comme passion et comme...
voilà, des moments de plaisir. C'est un passe-temps, quoi. Oui, mais voilà. la caméra obscura est inventée par un mec arabe à l'origine. Hein. Alors voilà. Là aussi, il y a des pesticides du truc. Hein. Alors, juste pour revenir, moi, quand je donne mes cours aux enfants, je leur explique comment est née la photo. Bien. Et je leur dis à la fin, mais sachez que la parentalité de la photo a été définie par, ou au moins 9 personnes ont dit qu'ils étaient le créateur de la photographie. Donc je leur explique que moi, la définition de la photo que je leur donne, c'est parce qu'on est en France et en Europe et que du coup, c'est ce qu'il y a écrit. Mais que là, il y a des Brésiliens qui ont déclaré avoir créé la photographie. Il y a d'autres réalités ailleurs. Voilà, il y a d'autres réalités ailleurs. Moi, je leur laisse l'opportunité de faire leur opinion. De comprendre ce qu'ils veulent comprendre. Et c'est important. Parce que voilà, ça va avec cet européanocentrisme que... oui, voilà, il faut justement décentrer. Que je donne, mais je dis qu'il y a d'autres photographes dont je dis les noms et en disant qu'eux aussi sont les inventeurs de la photo selon eux. Et donc, à vous de juger qui est le vrai, véritable inventeur. Puisque, après, je leur explique au final que je pense qu'elle est arrivée un peu... en même temps chez chacun et que chacun faisait des tests de son côté et que voilà, globalement... Mais les premières caméras obscura, on est bien d'accord que bien sûr. Ça remonte plutôt... Bien mais sûr. La fille qui revient avec le truc de la caméra obscura. Si, puisque ça servait aux peintres. Exactement, et Léonard de Vinci prenait... Enfin bon, donc voilà, mais justement, donc il y a cette, comme tu dis, cet élitisme et tout ça. T'arrives maintenant aujourd'hui à comprendre les codes et à survivre dans ce monde où tu comprends il y a un langage aussi à avoir. Bah, moi, le langage, on va dire que j'ai essayé de le comprendre déjà à l'école étudiante, parce que c'était des mots, des expressions à avoir que je ne connaissais pas du tout. J'ai grandi dans le 19e, j'étais pas du tout faite pour ça. Enfin, je savais pas du tout de quoi il s'agissait. Et en fait, ces codes, je les ai, mais c'est pas pour autant que c'est gagné, en fait. C'est pas pour autant que ce travail reste... cette carrière reste compliquée. Chaque projet... me donne des cheveux blancs, m'empêche de dormir, me font augmenter mon déficit financier. Donc non, c'est pas gagné. Non, c'est jamais gagné en fait. Et puis là, le Covid m'a montré la fragilité de ma carrière quand même, parce que quoi qu'il arrive, ça reste des carrières assez précaires. Et que c'est un combat quotidien si on n'est pas issu d'un milieu élitiste, d'un milieu favorisé ou totalement favorisé, bien que je ne sois pas issue d'un milieu défavorisé, hein, mais c'est des galères. Oui, il faut les capitaux, quoi. Ouais. Tu disais tout à l'heure, tu parlais des photos qui ont été exposées à Alger dans les jardins et que tu voulais les rendre accessibles au plus grand nombre. Quand on débute et même quand on est installé en tant que photographe, et surtout quand on ne vient pas de ces milieux favorisés, j'imagine que ça doit être... je comprends l'idée de le rendre accessible, mais ça va être encore plus important peut-être pour toi de te dire je veux exposer dans de beaux endroits, là où les autres ont accès, avec des tirages les plus beaux possibles. J'ai appris aux côtés de Nora qu'effectivement, il y avait des différences de tirage, de papier, d'impression, etc. Donc, ça ne me parle pas trop, mais je vois la différence. C'est un peu comme une revanche. Il y en a qui résistent autant et il y en a qui ne résistent pas autant. Voilà, il faut se dire que aussi, quand on travaille... C'est un investissement à long terme. Ouais. Et du coup, ça te donne envie, comme une revanche, un peu de se dire je veux exposer encore plus dans ces endroits qui, de base, sont fermés aux gens comme moi. Je dirais qu'à l'époque, oui. Et maintenant... plus nécessairement parce que en vrai, je préférerais faire une belle expo qui soit, et d'ailleurs je l'ai faite, si je fais un point sur ma carrière, j'ai préféré exposer dans un squat qui était à Bonne Nouvelle, qu'un copain Aladin, ouvreur de squat à Paris, assez connu, avait fait, puisqu'on avait collé à même le mur sur des grandes affiches, des dos bleus, comme dans le métro.
et des images qui faisaient entre 1 et 2 mètres. Il y en avait même une qui faisait 3 mètres. Et j'ai préféré cette expo parce que du coup c'était squat, donc tout le monde rentrait, tout le monde venait, partait, on l'a laissée ouverte, puis c'était pas des beaux tirages, donc tu pouvais l'abîmer, ça me faisait pas grand chose. J'ai trouvé cette fulgurance bien plus prenante que certaines expos. Je sais pas, j'ai fait un petit truc à l'Institut du monde arabe avec plein d'autres gens, c'était un patchwork horrible, enfin j'avais aucun plaisir à me dire voilà, j'ai fait un truc à Lima, quoi. Enfin, c'était nul, quoi. Qu'est-ce que t'as pas aimé? T'as pas aimé la scénographie? T'as pas aimé j'ai pas aimé. Je sais pas, j'ai pas aimé comment ça s'est déroulé. Tout, en fait, on donnait une image à quelqu'un, on nous l'a jamais rendue, on nous a jamais rien dit. Puis il y a jamais eu de réel vernissage avec Enfin, il y a eu une sorte de vernissage, mais il n'y a pas eu de mots, il n'y a pas vraiment eu de suivi, comme il y avait 200 ou 300 artistes qui exposaient un petit bout. Et puis c'était un cadavre exquis, donc fallait continuer le travail de quelqu'un. C'est pas forcément esthétique, c'est pas forcément... Bon, voilà, j'ai pas trouvé cette initiative qui était bonne à la base, extrêmement bien mise en avant. Alors que l'autre, dans un petit lieu squatté, qui était en plus les anciennes toilettes de la... RATP, donc il y avait un truc, c'était un peu plus obscur, c'était génial, c'était absolument génial. Donc non, j'ai pas de plaisir particulier. Si un jour je sais pas, j'ai eu un rendez-vous à Sotheby's à Londres pour parler de mon travail, j'étais très fière, mais il y a plein d'autres choses qui m'ont rendue super fière et qui étaient à Alger, quand j'ai exposé à Dar Abdelatif, il y a un type qui est venu d'hyper loin en me ramenant des coquillages, parce que c'était un petit pêcheur, et il m'a dit j'ai adoré votre interview, je vous ai entendu à la radio, du coup je suis venue voir votre expo, parce que ma femme, elle avait une manière très singulière de mettre son voile dans mon village, et on la prenait un peu pour la typique, et il m'a dit du coup je suis venue voir, et j'étais là franchement ça vaut tout, quoi. Ça n'a pas de prix, hein, c'est quand même bien mieux que d'exposer au Palais de Tokyo, je sais pas. Me parle pas du Palais de Tokyo s'il te plaît. Ne me lance pas là-dessus. On aura une dernière petite une dernière petite question, tu vois, le lapsus, avant de passer aux recommandations peut-être. 2 petites questions rapides. C'est vrai que, est-ce que pour toi, quand même si tu dis que tu as aimé coller l'affiche et que ce soit un peu underground comme ça, l'objet photographique est important. C'est-à-dire que c'est quand même important d'avoir un beau cadre, c'est quand même important d'avoir un beau tirage, c'est quand même important de voir son travail dans un bel écran, malgré tout. Est-ce que c'est... Ouais. Voilà, et comment tu tires tes photos aussi? C'est vital, c'est vital pour un photographe. Une photo, moi j'en ai beaucoup fait les frais dernièrement, parce que ma dernière série en date s'appelle Ready Made, et elle est née après cette série de photos en Algérie où au cours de ces rencontres, j'ai eu énormément de cadeaux, que ce soit de la nourriture, des objets, des tissus, des livres, etc. Et du coup, j'ai voulu archiver ces images, et j'en ai fait des natures mortes. Et donc, dans ce travail photographique, j'ai réutilisé quelques codes de la peinture flamande, des clairs-obscurs, des jeux de lumière. Et ce travail étant très sombre, il fallait que je trouve la meilleure manière de l'accrocher. Et de la tirer. Et en fait, à ce jour, j'ai pas la réponse. J'ai jamais trouvé le système parfait, puisque il y a des heures de retouche derrière chaque photo, et que quand on va la tirer sur un papier mat, ça va être sublime. Mais par exemple, je vais la mettre sous cadre, je vais avoir un verre, même si le verre est anti-reflet, il y aura quand même des reflets, on se verra dedans. Enfin, j'ai l'impression que tout le travail que j'ai mis derrière, s'il est mal tiré, quelle personne peut passer à côté, alors qu'il pourrait être fan de l'image s'il la voyait autrement. Donc c'est hyper important d'exposer correctement son travail. Mais exposer correctement veut dire aussi... Dinero. Voilà, un coût. Ça génère un coût énorme. Et dernière question, penses-tu que l'image peut être un outil... Je refais la question. Penses-tu que l'image peut être un outil décolonial? Totalement. On décolonise, c'est ce que je fais, j'ai essayé de faire en tout cas avec ces portraits de femmes. Avec brio. Merci.
On va passer donc aux recommandations et vu que le sujet c'est quand même la photo, on s'était dit qu'on allait chacune conseiller une photographe d'origine nord-africaine ou une œuvre, une série de photos. Je te laisse commencer en premier, Maya. Alors, moi, je me suis posé plein de questions. Est-ce que j'allais donner une pionnière ou est-ce que j'allais donner quelqu'un de ma génération ? Et je trouve ça très bien de donner la parole ou en tout cas de vous permettre de rencontrer, de découvrir de jeunes talents. Parce qu'il y a Randa Maroufi, qui est une artiste marocaine, si je ne dis pas de bêtises. Je ne connais pas très bien son travail et si elle m'écoute, désolée. Mais son travail m'a interpellée. Elle avait gagné un prix, elle faisait partie des finalistes Révélation Emmerich. Et elle avait fait une vidéo sublime qui était entre la photo et la vidéo. Et donc je suis son travail depuis un petit moment. Et elle travaille avec des codes que j'adore, des codes spécifiques à la rue, aux femmes, à l'extérieur. Donc il y a toujours les sacs un peu tati, les sacs qu'on connaît tous. Et notamment une série qu'elle a exposée dans la rue, où elle a remis dans l'espace urbain, à Paris, là, cette fois-ci, boulevard Rochechouart, enfin, entre Barbès et Rochechouart. Et elle a pris des photos de devanture, de taxiphones, de kebab, etc. Et elle a mis des femmes à la place de tous ces hommes qui tiennent les murs, qui sont génial, à l'intérieur. Voilà. Et elle a exposé ça dans la rue, à Barbès. Et j'ai trouvé ça formidable. C'est drôle déjà, c'est très drôle puisqu'on n'a pas l'habitude de voir ça, que les nanas ont les cheveux longs, que c'est inattendu et puis ça donne aussi envie de prendre cette place, cette véritable place, que la femme ait un peu plus de présence dans l'espace urbain, notamment dans les pays d'Afrique du Nord, parce que je pense que ça y fait référence. Et voilà, je vous invite tous à aller voir son travail. Merci pour ce... On mettra le lien aussi. Ah oui, c'est génial. Et toi, Nadia Nadia, please. Ok, moi je vais vous parler d'une photographe française, issue de l'immigration aussi, qui fait surtout de la street photo. Donc elle s'appelle Nadia Bijarch. Elle est avant tout journaliste et puis depuis quelques années, elle s'est mise à la photo vraiment de manière professionnelle et donc la photo de rue. Et en septembre dernier, elle exposait quelques-uns de ses clichés dans une exposition appelée From the Block. Comme Jello. On adore la référence. Voilà, ouais. Au musée sauvage à Argenteuil. Et donc, cette série réunit quelques photos prises dans son quartier, il me semble, d'Argenteuil. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le Val Sud, mais à vérifier, je ne l'ai pas noté. Et voilà, elle a une manière très intéressante du coup de s'intéresser à ces quartiers-là qui sont, comme on le sait, stigmatisés. Et donc, sur la question de photographie en banlieue, Nadia dit... À la question « Comment leur parles-tu ?» donc aux banlieusards, j'ai répondu « Je leur parle de la même manière que j'aimerais que l'on s'adresse à moi, avec respect et humanité. Photographier la banlieue, ce n'est pas faire un safari urbain. Photographier la rue, c'est pour moi mettre l'humain au centre. Photographier, c'est témoigner de la relation que j'ai avec le monde qui m'entoure. » Donc voilà, pour moi, c'est des choses qui me parlent et qui nous rappellent aussi le projet qu'on a avec Diana. Et si vous voulez la suivre sur Instagram, son compte, c'est Nadia Street Photo. Et vous pouvez voir ses clichés à Argenteuil, également à Berlin. Je crois qu'elle en a mis pas mal. Voilà. À toi, Nora. Moi, c'est une photographe que j'aurais aimé avoir parmi nous aujourd'hui, mais elle est au festival d'Oulgat, donc... Voilà, c'est bien qu'elle représente, c'est ça. Donc c'est Nadia Ferrouki, qui est franco-algérienne et il me semble qu'elle est serbe aussi, ou croate, je ne sais plus. Croate. Faut pas se tromper. Bon, et du coup, Nadia Ferrouki, pour moi, là, on est vraiment dans le décolonial à 200%, puisqu'elle est reporter. Et photographe reporter, et je crois même qu'elle a été dans des territoires qui ont été en guerre. Et on a longtemps vu des reportages dans le National Geographic avec un regard encore là, masculin, blanc, qui arrivait. Et elle avait largement sa place. Et pour faire des couvertures et pour avoir des reportages à l'intérieur. Ces photos sont... là aussi, on touche à l'humanité. Mais surtout, son sens de la couleur est exceptionnel. Son sens du cadre, j'en parle même pas. Et elle a fait... Je vous invite à voir une série qui s'appelle The Matriarchy, donc le matriarcat,
où elle va un peu partout dans le monde et montre des femmes dans leur environnement, mais on sent que c'est elle qui lead les sociétés, les macro-sociétés, micro-sociétés autour d'elle. Et c'est fait avec beaucoup de rigueur et de poésie en même temps. Donc c'est bien aussi de mettre les femmes reporters en avant parce qu'on les voit pas souvent. C'est dur. C'est très dur. Extrêmement dur. Physiquement, c'est dur. Pour leur sécurité, souvent, c'est dur. Mentalement. C'est dur. Et souvent aussi, elles se font voler leur appareil. Elles se retrouvent sans rien. Et elles continuent le job. Donc chapeau à toutes les femmes reporters. Dans et les Nadia. espaces de formation, d'enseignement, elles sont peu nombreuses. Mais ne serait-ce qu'un reportage, par exemple, de concert, tu joues des coudes avec les mecs pour avoir la première photo en avant. Donc imagine dans d'autres situations. Donc Nadia Ferrouki, voilà, vous pouvez suivre son travail. Et ben, on vous mettra tous les liens promis des références qu'on a données et également du travail, des travaux de Maya Inès Touam. Merci beaucoup d'être venue à notre conversation. C'était un plaisir, les filles. On se fait ça quand vous voulez. T'inquiète. Le rêve est devenu réalité. Maya en face de moi. Comme d'habitude, si vous avez aimé, si vous avez aimé. Et si vous n'aimez pas, en fait, ne nous dites rien. Non. Mais si vous avez aimé, parlez-en, likez, partagez, tout ce que vous voulez. Et puis, n'hésitez pas à nous faire des retours sur ces conversations. Si vous avez des idées de sujets que vous voulez nous voir aborder, voir si vous-même vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas. On est présente sur tous les réseaux sociaux. J'ai pas tout ça en tête, mais Diana, vous nous cherchez, vous nous trouverez facilement. Okay. Voilà. Et merci beaucoup et à très bientôt. Azul. Au revoir. Au revoir.